Bonjour Christelle, Bonjour Vanessa. je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode des Portes qui claquent. Et j'avais envie de voir avec toi autour de l'adolescence quelques clés pour quelques ressources pour les parents d'adolescents. Je sais que tu as à la fois une expertise clinique et à la fois une expérience personnelle. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Je crois toujours que on part déjà d'une expérience personnelle qui va d'une manière ou d'une autre déterminer ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on apporte. Donc moi je m'appelle Christelle Joannet, je suis psychologue clinicienne, Mhm. psychanalyste, mais spécialisée en psychotrauma. D'accord. Voilà. Donc, après beaucoup comme on connaît, hein, les études de psycho, les longues années de psychanalyse, je trouvais qu'il y avait un manque aussi sur le psychotrauma, en France particulièrement. Donc, je me suis beaucoup intéressée aux formations au Canada, en Israël aussi. Voilà, j'ai découvert aussi un outil formidable qui s'appelle le MDR. Donc, Mhm. je pense qu'on en parlera Oui. après. Mais déjà, je suis ravie d'être ton invitée. Je ne l'ai pas dit, je voulais le dire. Écoute, c'est un bonheur. J'ai envie de te demander, donc, est-ce que tu gardes en tête, on va rentrer tout de suite vif dans le sujet, est-ce que tu as en tête une prise en charge autour d'un ado qui t'a particulièrement touché? Tu Et sais, est-ce ça, que... tu me disais, le personnel, moi, j'ai beaucoup de mal à sortir de mon cabinet les cas. C'est-à-dire que j'ai Hmm. beaucoup de mal à en parler à l'extérieur. C'est peut-être une grosse, forte importance sur le secret médical. Et du coup, parler tout de suite d'un patient à l'extérieur, ça me met mal à l'aise ou j'ai l'impression de voler quelque Hmm. chose. Peut-être ce que je peux expliquer, c'est que ayant moi-même vécu des traumas très lourds à l'adolescence, je me suis retrouvée en difficulté, évidemment, en souffrance, dans le silence. Et face à ma souffrance, mes parents qui ne savaient pas grand-chose m'ont amené chez les psys, ce qu'on appelait aller voir le psy, connu, reconnu. Et ça a été une expérience catastrophique. Ça a Mhm. été une expérience catastrophique. Je n'avais pas du tout une place d'écoute, même pas le droit à la parole réellement à cette époque-là. J'ai eu le droit à des phrases comme ma petite, faudrait grandir un peu là, ou arrête de faire chier ta mère, ou voilà, de phrases un peu paternalistes qu'on dit à des adolescents. Donc il n'y avait pas de distinction entre la maison et le cabinet du psy. Donc c'est resté une expérience très dure et j'avais presque développé une haine ou une colère contre ce métier, ces gens ne comprenaient pas bien. Et puis j'ai eu la chance dans ma vie très jeune de rencontrer une femme formidable, psychanalyste, Muriel Cherby, qui est devenue ma grande amie depuis 30 ans maintenant, cette année d'ailleurs. Et puis d'un coup j'ai découvert que ça pouvait être ça, une psy, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute, qui juge pas, qui même permet la parole. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai repris mes études. Je vais avoir 22 ou 23 ans à l'époque. Et, euh, et avec d'un coup la volonté d'être une, une psy comme elle qui permettait aux ados d'avoir le droit de parler. Aux ados et aux autres d'ailleurs. Mais c'était l'ado en moi en tout cas qui d'un coup pouvait parler. Est-ce que tu saurais dire de quelle manière elle t'a mise en confiance? C'est un peu compliqué. C'est une femme que j'ai rencontrée après avoir fait une décompensation dans la rue et m'être retrouvée en 5 minutes, je crois que c'était à la Salpêtrière, où à nouveau des psychiatres, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est me mettre une camisole de force et me shooter au médoc. Et donc je suis sortie de là un peu ahurie, comprenant pas bien ce qui m'était arrivé. Et puis j'avais rendez-vous dans une soirée, j'ai rencontré cette femme. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pu parler, j'ai pu raconter peut-être pour la première fois de ma vie ce qui m'était arrivé à l'adolescence. Et c'était facile, je savais même pas qu'elle était psy d'ailleurs. Et puis ça m'a donné envie. Et puis plus j'ai fait ces études, plus j'ai travaillé, plus j'ai cherché, plus j'ai été chercher des clés, des outils, un peu dans le monde entier. Voilà, moi je me suis jamais encartée, ni
Dans une école de Ouais, psychanalyse en particulier? ouais, ça a été impossible pour moi. Tout ce qui a un aspect dogmatique, c'est peut-être l'adolescente encore en moi qui réagit, mais ça, c'était pas possible. Et je trouvais que c'était très riche d'aller faire sa propre recette et de prendre des ingrédients à droite, à gauche. Oui, Ouais. oui. Je comprends en fait, de te nourrir un peu à la fois ton expérience personnelle, des rencontres, et pas forcément entrer sous la coupe particulière Ce qui n'est pas d'une évident, hein, école. parce que tu as l'air justement de la rebelle Mm. ou peut-être même d'être pas capable d'aller au bout des choses. C'est toujours, enfin moi c'est ce que j'ai vécu toute l'adolescence et ça c'est très, très français aussi, c'est qu'on confond enfin pas résilience d'ailleurs, dilettance, intéressant que ce lapsus, dilettance et curiosité. Mhm. Intéressant. Comment est-ce que tu définirais ces deux choses-là? Je trouve qu'il est très riche d'avoir plusieurs casquettes, de faire plein de choses, de s'alimenter, de s'enrichir. Mais souvent, plus on s'enrichit de choses différentes, plus les gens pensent que tu n'es pas spécialiste dans un domaine, puisque tu fais d'autres choses, que tu n'es pas. Voilà. L'addition, ça c'est un grand sujet que j'ai en thérapie, le problème de la soustraction et de l'addition. Je pense Des qu'il faut. maths en thérapie. Ouais, incroyable. Hein. Il faut penser addition et pas soustraction. Mhm. Et on se retrouve à l'école, avec les parents, à penser soustraction. Tu peux pas faire ça, sinon tu fais pas ça bien. Tu peux pas. Voilà. Et c'est compliqué, même pour les jeunes adultes aujourd'hui, de penser à l'addition. Mhm. Aujourd'hui, il y a quand même un courant dans lequel on valorise pas mal tout ce qui est multiple, multi. Alors, C'est quelque chose c'est très pluri. vrai. C'est vrai Ouais. qu'actuellement, on entend beaucoup parler de ça. Moi, je Comment... trouve qu'on en entend beaucoup parler, j'en suis ravie. Mhm. Je trouve que pour l'instant, ça reste très théorique. C'est-à-dire que, en tout cas, avec ce que je vois dans mon cabinet, c'est qu'il y a le discours, ouais, mais émotionnellement et l'intégration de ce concept n'est pas encore tout à fait là. Mhm. Quand on parle de jeunes multipotentiels, quand on parle de situations plurifactorielles, sont des choses où effectivement les gens vont avoir tendance, en tout cas dans une certaine culture, et là on parle peut-être plus de la culture franco-française, Mhm. de venir peut-être donner une seule ligne pour ça. Ouais. Ce que tu décris à travers ton histoire et puis la manière dont tu abordes les choses, c'est comment on peut multiplier, additionner. Moi, j'entends pas que l'addition, j'entends aussi la multiplication. Certainement. Mais je pense que, comme en maths, avant de savoir multiplier, il faut déjà savoir additionner. Ouais. 2 fois 2, c'est quand même C'est 2 vrai, plus 2. c'est pas faux, c'est pas faux. Si on s'arrête là. Ouais, ouais. Ah, super. Écoute, j'ai en tête, dans ce que tu as décrit, peut-être la définition de l'adolescence pour toi. Est-ce que tu vois... Tu sais, tu m'as invité, je crois, aussi pour surtout l'adolescence et le psychotraumatisme. Oui. Et j'aimerais parler de l'un en parallèle de l'autre, parce que je pense que l'adolescence déjà en soi est un traumatisme. Hmm. Et qu'il faut considérer comme tel. Déjà, je crois qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un traumatisme. Quand on parle traumatisme autour d'une table, on a une liste de traumas que tout le monde connaît. Tu as vécu le Bataclan, le 11 septembre, enfin, il y a une évidence là de poser le mot traumatisme. En fait, on sait, pas depuis très longtemps d'ailleurs, mais grâce à l'université de McGill au Canada qui travaille énormément sur le traumatisme, qu'un traumatisme, c'est n'importe quel événement. N'importe lequel. Un événement qui, chez toi, fera trauma et pas forcément chez moi. D'où la difficulté de la reconnaissance du traumatisme. Un traumatisme, c'est un événement qui, au niveau cérébral, ne sait pas ranger dans la case souvenir. On a des très mauvais souvenirs. On ouvre le tiroir, on en parle, on peut être très ému, c'est très désagréable. On sèche ses larmes, on remet dans le tiroir et on reprend sa vie. Et la vie continue. Et la vie continue. Ça ne vient pas percuter mon quotidien. Un traumatisme, c'est... Tu as déjà joué au flipper dans ta vie ? Oui. Ok, tu vois la boule, Oui. le flipper. Ce que je te dis, aujourd'hui, on le voit sous IRM. Hein. Un traumatisme se voit aujourd'hui sous IRM. Eh bien, c'est une boule de flipper dans ton cerveau et qui cogne. Le fait que ça cogne, eh ben, d'abord, ça intervient à n'importe quel moment, sur n'importe quoi, où tu t'y attends pas.
Du coup, tu sais pas que c'est la cause qui vient faire cette conséquence. Et donc le trauma, c'est cette boule qui résonne partout, Ouais. ouais, et qui ne se range nulle part. Et qui surtout ne se range pas, Mmh. se balade. Et plus elle se balade, plus elle se cogne, plus elle se colle à des choses. Et ça devient des gros amalgames. Donc la cause du trauma réellement peut, au fur et à mesure des années, disparaître. Enfin, au niveau de la conscience, évidemment. Et plus l'amalgame est gros, plus il est difficile à ranger. C'est une image très parlante, je trouve. C'est une image qui permet d'expliquer aussi ce que c'est que le MDR. Mais pour faire le lien avec l'adolescence, c'est que comme les traumas ne sont pas rangés, un peu comme l'adolescence qui est en train de se construire, rien n'est rangé, un peu comme sa chambre. Comme tu la vois, chambre tu que vois, t'as rangée, j'étais en train de c'est le penser à ça. bordel, tu vois. J'étais Et en ben train de c'est le penser même à ça. bordel dans sa chambre. C'est-à-dire que c'est pas rangé. Du coup, ça part dans tous les sens. Des trucs réagissent au moment où, justement, le parent se dit, je t'ai juste demandé du pain, tu vois, alors que, mais lui, c'est tout son bordel de la journée, de la veille, de l'année qui est là. Et tout est chaotique. C'est le chaos dans son cerveau. Mhm. Et alors là, le vrai problème, je pense, c'est quand déjà cet état de l'adolescence rencontre le traumatisme. D'accord. Quand la boule de flipper rencontre la chambre. Est-ce que j'ai tout suivi? À peu près. Ou alors que d'un coup, tu joues au flipper avec 2 ou 3 boules en même temps dans une chambre en bordel. Mmh. Mmh. Avec des parents qui peuvent juste dire, mais range ta chambre. Mmh. Ce serait aussi délirant que ça. Au fond, ce que tu dis, c'est que l'adolescence, c'est une période chaotique où les choses ne sont pas encore rangées. Et finalement, ça vient être en parallèle, comme en miroir finalement, du traumatisme qui est un espace dans lequel l'événement qui fait trauma ou l'événement traumatique n'est pas encore rangé. C'est ça. Et puis que c'est déjà tellement le chaos dans le cerveau d'un adolescent que si certains traumas avaient pu avoir l'occasion de se ranger, là ne vont pas se ranger. D'accord. Donc si dans l'histoire de l'adolescent, quelque chose a fait effraction avant la période de l'adolescence, la période de l'adolescence ne va pas permettre que ça se range. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Ok. Est-ce qu'on aurait des exemples peut-être pour illustrer tout ça? Waouh. Il y en a plein, parce que partons sur des traumas que tout le monde peut entendre comme traumatisme. Une jeune fille ou un jeune homme qui va subir une agression sexuelle préadolescente ou adolescente. Alors déjà que c'est le chaos au niveau de l'identité sexuelle, de la honte, déjà avant même qu'il se soit passé quelque chose, ça traduit la honte. Ça, on pourra parler aussi du problème des réseaux sociaux avec les images bien avant l'heure qui mettent déjà un chaos sur la pensée du sexe, du sexuel, va emprisonner cette honte qui est déjà présente à l'adolescence. On a honte du début de son corps, de la manière... Là, on va avoir une honte démesurée et donc encore plus difficile à dire, à mettre des mots. Il n'y en avait déjà pas. Alors, dans le trauma, encore moins. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes à l'adolescence qui vivent des traumatismes sexuels, des agressions, ont beaucoup de mal à en parler à leurs proches. D'où l'importance d'un tiers, quelqu'un à qui on peut dire ça. Et cette personne-là, ce thérapeute auquel on est en train de faire référence, qui peut faire tiers à ce moment-là dans l'histoire de l'ado, c'est celui qui va permettre un espace dans lequel cette parole peut se déployer. Oui. Alors, sans aller jusque-là, je pense que déjà, si on s'adresse aux parents, oui. C'est comment on parle à son ado pour qu'il puisse parler. Au quotidien? Ouais. C'est avant même de penser trauma, avant même de penser de ça, c'est quoi la communication avec un ado? D'accord. Comment est-ce que je communique avec mon ado? Ouais. Tu vois, avec les portes qui claquent, avec les sourcils en l'air, les soupirs, tout ce qui peut agacer l'adulte, agacer le parent. Dans la rencontre de la chambre en vrac, comment est-ce que je me positionne? Comment j'y réponds? D'où est-ce que je communique quand je communique avec mon ado? Ce que j'ai pu comprendre, moi, au fil de mes expériences de psy pour ados, du travail avec la famille et de ma propre expérience de maman, c'est qu'on ne peut pas
parler frontalement à un ado. Mhm. Même la question la plus simple, c'était comment ta journée? Ça terrorise, ça tétanise. C'est qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle m'intruse dans mon bordel. Puisque comme c'est le bordel, c'est la même chose quand vous demandez à un ado comment s'est passée sa journée que de rentrer dans sa chambre qui est en bordel. C'est déjà, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'il va dire. Tout de suite, il faut que je range. Donc ça l'intruse. Je pense que toute communication doit être autour de médiation. Tout, quasiment, surtout avec l'adolescent. Utiliser, alors moi je le fais en thérapie, mais je pense qu'on peut vraiment le faire à la maison. C'est autour des séries, par exemple, qui est une médiation formidable, qui parle de choses aujourd'hui de manière trash, mais absolument formidable. Je pense à Euphoria, je pense à Adolescence, ou à des choses même plus rigolotes, comment ça s'appelle, Sex Education. C'est de pouvoir parler autour de ça, sans dire faut qu'on parle, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Tout de suite, c'est trop angoissant. Mais d'utiliser, dire oh là là, c'est dingue, là, qu'est-ce qu'elle a pensé Moi, en thérapie, par exemple, j'utilise ah oui, alors toi, par exemple, qu'est-ce que tu as pensé que David, il a fait quand il est rentré dans la chambre de Véronique, alors qu'il y avait Paul toi, Et ça permet, eux, de penser ou de s'autoriser à parler au travers de l'autre, de ce qu'il a vu. D'avoir des objets culturels communs, c'est quelque chose qui permet d'avoir un dialogue peut-être... ce pas de côté dont tu parles, hein, cette manière indirecte, c'est de ça dont tu parles. De Pour dire, moi, la médiation, c'est toujours le pas de côté. C'est éviter d'être frontal. Le côté frontal est trop intrusif. À ce moment-là. Et l'ado, encore, elle se sent tellement intrusée tout le temps. Et toi, quelle est ta série préférée? Waouh! Alors, en ce moment, je suis en train d'en voir une incroyable. J'en ai plein, mais du coup, je prends celle que j'ai là, qui s'appelle Millo Adicto, sur, tu vois laquelle c'est, sur l'addiction en Espagne. Les séries espagnoles sont absolument formidables. Celle-là, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Adolescence. Je trouve que ça m'a beaucoup aidée en thérapie à parler avec les adolescents, de ce qu'ils en pensaient. D'ailleurs, on parlait du pas de côté avec les parents. Je trouve aussi que ce qui est intéressant à faire avec les ados, c'est de nous aider à comprendre plus tôt. C'est-à-dire leur dire... parce que forcément, on est des vieux cons, toujours, pour la génération d'avant. Et c'est aussi d'accepter qu'on est des vieux cons. Dire, attends, mais ça, je connais pas, mais ça veut dire quoi? Mais comment ils font? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais comment ça se passe? Voilà. Et je trouve que d'inverser aussi le rôle pédagogique permet d'en avoir un autre. Je trouve que nous, en tant que parents, déjà, on ignore complètement ce qui se passe sur ces réseaux. Là, on parle des réseaux, mais ils sont assez géniaux et traumatiques. C'est que c'est un danger terrible. Un danger terrible. Tu parles des informations qu'on a dans les réseaux sociaux ou tu Non, parles je parle du des fait... images, je parle du sexe, je parle du chantage, je parle de comment les jeunes filles, les jeunes hommes se sentent... sont pris. Je déteste utiliser ce terme, mais là, je le vois en otage. Moi, je dirais là aux parents, s'ils ont envie de s'informer, qu'ils regardent les documentaires d'une femme extraordinaire qui s'appelle Laetitia Onona, qui fait des documentaires, au départ très instructifs sur les agressions sexuelles, sur les tribunaux, mais là, elle en a fait un dernièrement sur la pédocriminalité. Et comment... donc elle parle de grands réseaux pédocriminels terribles et le lien avec sa fille ou son fils de 12-13 ans dans sa chambre. Il arrive à retracer, en fait, comment un enfant dans sa chambre de 12-13 ans accède ou participe à un réseau... Ou est pris au piège. Est pris au piège. Et avec des faux profils, avec des photos de nude, avec des... Il faut savoir, il faut vraiment dire aux jeunes que tout ce qui passe par Internet reste sur Internet, est utilisé, réutilisé. C'est absolument terrible ce qu'on constate aujourd'hui de ces 10 dernières années de jeunes qui ont aujourd'hui 25 ans, de ce qu'il est arrivé quand ils avaient 14-15 ans. Des photos qu'on retrouve, ça c'est absolument terrible. Et donc là, oui, là le parent il doit s'informer et être très catégorique. Là, il n'est ni le copain, ni celui qui doit comprendre. Il doit être... plus exigeant par rapport au téléphone. Il faut savoir que le contrôle parental, ça ne sert à rien. Un gamin il est beaucoup plus malin que nous, il va le démonter en 2 minutes. Donc là, oui, il se passe des choses très, très, très dures.
Il y a peut-être un lien qui m'a échappé, c'est comment est-ce qu'on passe finalement d'une série ou de quelque chose qu'on peut partager avec son ado à des choses beaucoup plus graves. Il y a un Justement, gradient, il y a ouais, un il y gradient. a un énorme gradient et on ne peut pas aller directement à « faut que je te parle ». Voilà, ce qui se passe dans la pédocriminalité, sans être passé avant par la médiation, par exemple, des séries, des livres, pour pour trouver les moyens de communiquer sur la dangerosité euh, de tout ça à l'adolescence, de tout ce à quoi on est confronté, et dont ils ont, et d'un côté intellectuellement la mesure, mais pas émotionnellement. Mhm. Au fond, être parent d'ado, c'est pouvoir mettre en scène, en tout cas proposer des espaces dans lesquels on va à la fois accompagner l'adolescent avec ses propres questions, son propre rythme, et aussi pouvoir l'éclairer, le protéger, Et se faire éclairer. et se faire éclairer des situations dans lesquelles il pourrait être en danger, en fait. Et donc, notamment, là, cette question de la sexualité, on part peut-être d'un moment qui est l'adolescence où l'accès à la sexualité est réellement un des enjeux majeurs, à sa propre puberté, mais aussi à la rencontre de l'autre à travers la rencontre intime, du partage de l'espace intime, à quels sont les dangers actuels. Qu'est-ce que la société aujourd'hui permet de rencontrer, à la fois dans ce qu'il y a de plus beau d'une rencontre sexuelle et à la fois dans ce qu'il y a de plus terrible. Mais ça aussi, c'est un discours à avoir. On sait aujourd'hui que 8 gamins sur 10 avant l'âge de 9 ans a vu un film porno. Sur leur téléphone, même si on interdit les téléphones, il y en a toujours un qui l'amène à l'école, qui montre des choses. Ça aussi, c'est pouvoir dans les discussions un peu détourner, de dire non, si les jeunes ils pensent que faire l'amour c'est ça, pas obligé de leur parler directement, de la même manière en leur disant c'est comme si on pensait vraiment que la femme qui est là dans le film elle est vraiment morte. Dans le porno c'est pareil. Donc c'est des petites phrases au cours des conversations à table, machin, qui permet de donner des petites clés. Et donc, ce serait finalement le parent serait garant de ce que l'enfant entend, comprend. En tout cas, il y a une invitation à ce qu'il positionne les choses. Ouais. Donc, peut-être à ce qu'il en parle et à ce que ça existe dans l'espace de parole partagée par Ouais. enfant. Ouais. C'est pas évident ce que C'est tu pas décris là. évident. C'est pas évident, mais je trouve que on se trouve confronté à des chiffres là qui nous font penser à autrement les choses et dans une certaine urgence. J'ai appris l'autre jour que quasiment plus de la moitié des jeunes filles et jeunes hommes avant l'âge de 13 ans ont fait une sexcam. Qu'est-ce que c'est ça, une sexcam? C'est avoir une relation sexuelle au travers d'une cam, d'une caméra, qui sont invités quelque part dans leur chambre. C'est accéder à la sexualité sans vraiment y aller, enfin on croit sans vraiment y aller, sans mettre son corps en danger. Mais là derrière, c'est pas forcément un garçon de leur âge ou une jeune fille de leur âge qui leur demande ça. Et puis que les images sont récupérées, utilisées, et donc elles sont, c'est comme une agression. C'est une agression sexuelle. Elles sont dépossédées. Tu vois, donc tout le travail du traumatisme chez l'adolescent, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, on ne va pas pouvoir tout protéger. Mais il va falloir qu'on récupère et qu'on réapproprie à l'enfant, j'allais dire, mais à l'ado, ce qui lui est arrivé. Donc au fond, ce serait des situations particulières, mais qui, au vu des chiffres actuels, font partie du paysage adolescent. Un gamin dans sa chambre s'initie, tourne quelque chose et pense être en relation. Et finalement, la duperie que tu es en train de soulever là, c'est que ça n'est pas forcément la personne à laquelle il pense de l'autre côté. Absolument. Et comment cet enfant-là se retrouve chez le psy? Quelles peuvent être les étapes Alors, les étapes, ça dépend, parce que ce sont des situations qui vont amener à développer chez l'ado des situations à risque. Une sexualité exacerbée, parce que c'est comme ça que l'ado pense se réapproprier son corps. Puisque, il m'est arrivé ça, ils comprennent d'un coup qu'ils ont été bernés, hein, mais du coup, ils veulent se réapproprier. C'est-à-dire,
Donc c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, il est à moi, et se met de plus en plus en danger. Et c'est là où on rencontre une sexualité un peu exacerbée, l'alcool, les drogues, tout ça se mélangeant. Donc finalement, ce qui peut être intéressant, c'est de prévenir les parents, ou en tout cas d'éclairer nos auditeurs là maintenant sur le fait que certaines pratiques, certaines attitudes, comportements hyper sexualisés sont peut-être le reflet en après-coup de situations traumatiques initiales. Moi, ce que j'ai trouvé, alors évidemment, c'est jamais du 100%, mais ce que j'ai trouvé comme un signe, je vais me faire des ennemis en disant ça, c'est pas grave, comme un signe assez révélateur de vécu traumatique sexuel, c'est un discours extrêmement militant, extrêmement sexualisé, extrême dans le sens je m'habille comme je veux, mon corps est à moi, qui pourrait être un discours absolument formidable et qu'on peut entendre comme un discours de génération qui évolue, De liberté. de liberté absolument, et qui en fait, sous couvert de ces discours, essaye d'être une réappropriation de ce qui leur est arrivé, d'en faire quelque chose qui malheureusement n'est pas une stratégie très bénéfique. Donc, ce qu'on peut y voir, c'est qu'un ado qui se présenterait comme hyper à l'aise, hyper pratiquant, hyper... j'ai le mot en anglais qui vient, c'est le mot loud, hyper expressif sur une sexualité Expressif, très assumée. ouvert, et même plutôt même très violent avec tout ce qui pourrait ne pas l'être. Alors, C'est-à-dire que toute personne qui pourrait dire ah ouais, non, moi je trouve ça un peu, je sais pas, sur une pratique. Et là, l'ado réagirait d'une manière extrêmement virulente. d'accord. Donc, Parce que ce serait vécu comme une attaque à son encontre. Donc tout ce qui finalement viendrait ne pas soutenir ce discours et cette expression très très militante peut être vécu comme une attaque. Par exemple. Donc cette manière de se présenter, ce que tu nous décris là, c'est de dire finalement quand je vois moi un ado qui se présente comme hyper expressif, avec une sexualité très assumée, peut-être même extrême, en tout cas très régulière, c'est peut-être le signe, le signe d'une première expérience traumatique. Et dans ce mouvement finalement d'hyper-expression, on peut y voir une forme de réappropriation de ce qui, à un moment donné, a complètement échappé. Ce que tu décris et qui m'a semblé intéressant aussi, c'est de dire, tôt ou tard, ils se sentent bien, enfin en tout cas, ils sentent bien qu'ils ont été bernés. Cet aspect-là, finalement, d'une conscience éveillée à quelque chose de traumatique, c'est peut-être là le fil intéressant. Donc, il en sait quelque chose. Alors, peut-être pas tout, peut-être que c'est pas bien rangé, mais il en sait quelque chose. Il sait, mais c'est pas élaboré. C'est pas élaboré. Tu te souviens de notre chaos, le bordel dans la chambre, avec rien qui est rangé. C'est-à-dire qu'il va l'élaborer, il va le penser avec son chaos. Du coup, ça peut donner que du chaos. Christelle, c'est passionnant ce que tu nous partages. Là, j'étais en train de me dire, tiens, imaginons que je sois en difficulté avec mon enfant. Qu'est-ce qu'un thérapeute peut apporter de différent dans un moment critique où à la fois j'imagine que je rends compte que de la part de l'enfant qui ne veut pas parler, donc mon ado me fait la gueule et parle beaucoup mais ne dit rien vraiment de ce qu'il vit, sachant aussi que l'adolescent peut être dans une période où il est assailli par des sensations internes, assailli par des demandes externes, mais il ne sait pas forcément de quoi il a envie de parler. Comment est-ce que tu peux aider En fait, c'est ça qui est difficile en étant parent. C'est que même en étant merveilleux parent, ouvert, faisant tout, mettant tout en place, l'enfant, l'adolescent, quoi qu'il arrive, se sent jugé par son parent parce qu'il veut être à une certaine hauteur, et qu'un trauma, des choses qu'il a fait, est tellement pris de honte qu'il ne va pas oser devant son parent. Donc le psy, l'autre, comme on pourrait le dire, il s'en fout un peu de ce qu'il va penser, il va pouvoir s'autoriser. Après, le psy a des clés, des outils pour l'aider à parler, pour lui montrer que
il sait qu'il peut se passer des choses comme ça et que c'est OK d'en parler. C'est OK. Je crois que le parent, ce qu'il peut offrir dans le discours à ces ados, c'est le droit, la pensée de leur dire je comprends que ce soit hyper dur de me parler. Et c'est OK, c'est normal. Il y a des endroits où tu peux parler. Si tu as envie, voilà. Et ce sera là, et j'appellerai pas la psy. Donc voilà, va, tu verras si ça te convient, si ça... Voilà, leur dire qu'il y a des espaces où ils peuvent aller et qu'on est d'accord avec ça. Et qu'on soutient ça. Et qu'on soutient ça, et que c'est normal. Et que c'est vachement dur de parler à ses parents. Et que si le parent dit ça déjà à son ado, c'est génial. C'est une façon déjà de reconnaître la difficulté de parler, la difficulté de dire. Ouais. Et moi, j'ai vu beaucoup dans les deux sens. Hein. Moi, je sais quand j'ai commencé ma pratique, et ça, c'était encore l'adolescente en moi, j'avais vachement de mal dans ma relation avec les parents de mes patients. Oui. J'étais un peu en complicité avec ah ouais, les parents, voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé dans l'idée de l'alliance thérapeutique. Mes ados patients, ils savent que, et leurs parents savent que les parents peuvent m'appeler, que le secret professionnel, il sera là. Mais c'est vachement important de dire à des ados, et surtout des ados qui ont vécu un trauma, que les parents aussi ont un dommage collatéral de leur trauma, qui vivent et que du coup, quand il y a de l'affect, on est nul. On est vachement mauvais pour s'occuper de je pense être une assez bonne psy avec les ados et en trauma. Je suis vraiment pas la meilleure des mamans. Je pense que mes enfants pourront le dire. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'affect, on panique sur comment dire, comment faire, comment aider. Et du coup, et puis surtout, on se sent tout de suite pris d'une culpabilité en tant que parent. Avec l'idée de comment ne pas faire mal. Ne pas faire mal, ou qu'est-ce que j'aurais pu éviter, ou et toujours pas faire mal. Et c'est là où on peut être dans des alliances. Et d'ailleurs faire comprendre aussi en thérapie à l'ado que son parent est en difficulté, que c'est si difficile. C'est aussi ça qui peut me permettre de faire circuler les choses. J'étais en train de penser à cette idée de médiation dont tu parles, qui est à la fois comment on peut faire le pas de côté, comment on peut faire tiers. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, d'utiliser dans tes consultations ? Plusieurs choses. Ouais. Plusieurs choses. Pour faire le lien avec les parents dont je viens de parler, donc il y a le secret médical, mais j'arrive souvent, et ça arrive quasiment à chaque fois, à ce qu'à un moment donné, l'ado décide, on le décide ensemble, d'inviter ses parents. C'est pas du tout une thérapie familiale, hein. C'est pas du tout l'idée, mais allez, viens, on les invite. On va pouvoir, maintenant qu'on a un peu élaboré les choses, peut-être essayer de leur dire, peut-être essayer d'entendre ce qu'eux ont à dire. Et une fois, 2 fois, on invite. Il y a ça. Et je trouve que le pas de côté, alors là, c'est plein de choses pour moi. C'est la création, beaucoup. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un hôpital de jour pour adolescents. Et là, c'était les dessins, la peinture, le modelage. Et là, c'est comment, justement, on se réapproprie les choses. D'un coup, je décide de mettre du bleu là, du jaune là, j'en fais la forme. Je me réapproprie les choses. C'est Cyrulnik qui disait qu'il faut scénariser les choses, les mettre à l'extérieur. Alors, scénariser, on n'écrit pas tous, par exemple. C'est pas toujours évident d'écrire, mais de transformer. Je trouve que l'idée de transformer, tout n'est pas dans les mots. Les mots sont difficiles à l'adolescence. Extrêmement difficiles. Ils sont enfermants, ils sont difficilement prononçables. Ils sont... tu vois, par exemple, on parle de pas de côté ou de médiation. Moi, j'adore travailler avec un truc qui s'appelle le dictionnaire des émotions. Tu connais le dictionnaire des émotions? Non. Il est très dur à trouver parce qu'il n'est plus édité. Et en fait, c'est comment on découvre vraiment les émotions. C'est quoi la différence entre stress et anxiété? C'est quoi la différence entre une peine et un chagrin? C'est quoi? Et du coup, en réfléchissant sur la définition des mots, on arrive à s'accaparer vraiment l'émotion qui nous touche. Déjà de verbaliser, de mettre des vrais mots. Après,
les pas de côté, la réappropriation, pour moi, c'est vraiment dans la création. Mais moi, ça peut aller jusqu'au tatouage. Ouais. Oh. Alors, qu'est-ce Les que tu es en parents train vont de peut-être... dire là? Il faut se tatouer? Ouais. Non, il ne faut pas forcément se tatouer. Et surtout, il faut élaborer avant de se faire tatouer. On voit que souvent, le tatouage pourrait être quelque chose de suite à des traumatismes, une pulsion. Qu'on pourrait d'ailleurs mettre, et qui est souvent mal mis en lien avec la scarification. Intéressant. Mais d'ailleurs, combien de tatouages permettent de cacher des scarifications? C'est-à-dire se réapproprier son corps. Justement, un peu comme le modelage ou la peinture dont je te parlais, c'est d'un coup, ok, ce que j'ai de douloureux, ben, je lui donne une forme, je lui donne une chose et je le mets sur moi. Il y a quelque chose qui paraît peut-être très simpliste, mais pour moi qui est essentiel dans la thérapie, et surtout avec les ados, ou peut-être surtout dans le traumatisme, c'est de distinguer l'auxiliaire être de l'auxiliaire avoir. Pas évident, justement, avec le vocabulaire. Tout ce qui est psychisme ou émotionnel, en France, on dit « je suis ». Je suis bipolaire, je suis déprimée, c'est tout « je suis », tu vois. Quelqu'un, par exemple, très malade qui aurait un cancer, dit « j'ai un cancer », pas « je suis cancéreux ». Et tout ce qui nous arrive comme traumatisme, comme événement extérieur, et ben dans le traumatisme, on en fait une identité. Et apprendre à distinguer « je suis » de « j'ai » va permettre de « j'ai », je peux le mettre à côté de moi, le regarder, le modeler, l'élaborer, le tourner et en faire quelque chose. Là, je peux le transformer. D'où l'idée du tatouage, parfois de lui donner des formes, des symboliques, etc. Tant qu'on est dans le « je suis », on en fait une cape d'identité, une cape de mon trauma. Pour des gens, par exemple, qui ont vécu des agressions sexuelles, il y a tout un apprentissage entre j'ai été violée, par exemple, et j'ai subi un viol. Et cette distinction est énorme. Et la scarification, peut-être pour nos auditeurs, comment est-ce que tu l'entends, toi? La scarification, donc, c'est le fait de se faire du mal, de s'abîmer, mais c'est aussi, il faut comprendre que c'est permettre à la douleur physique de calmer la douleur psychique. C'est-à-dire que c'est pas une mode, la scarification. Faut pouvoir le faire. Si quelqu'un qui ne souffre pas, je ne suis pas sûre qu'il soit capable de pouvoir se scarifier. Donc, ce n'est pas une capacité, c'est juste pour expliquer à quel point c'est une nécessité quasiment physique pour faire taire la douleur à l'intérieur. La douleur morale. Voilà. Justement parce qu'elle n'a pas de mots, parce qu'elle n'est pas élaborée, parce qu'elle est tellement explosée à l'intérieur qu'on ne trouve pas de moyen de l'exorciser, de la faire sortir. La seule manière, un peu comme un rituel, comme si on enlevait par le corps, et cette douleur physique d'un instant va apaiser. Donc c'est un schéma absolument terrible. Et donc oui, marquer sur la peau, parce que l'idée de la scarification, c'est pas de se marquer, c'est pas de toucher sa peau, c'est pas de... On parle bien de l'acte de se couper. Oui. Puis on voit bien, il y a beaucoup, les 3/4 du temps, les scarifications sont extrêmement cachées. Très dur, même pour des parents, de voir que son enfant se scarifie. On va identifier au niveau des poignets, au niveau des bras. Ça, c'est plus visible. Alors parfois avec des vêtements cachés, il y a différentes scarifications, mais c'est surtout ça peut être des appels à l'aide qui sont très silencieux, ça oui. Alors, ça, on ne peut pas fermer les yeux sur des scarifications de son adolescence, c'est un signe d'urgence. C'est un signe fort. Absolument. Et du coup, en parallèle de ça, le tatouage, c'est pour moi un peu l'inverse. Oui. C'est d'un coup, et c'est souvent des gens qui se sont scarifiés qui vont aller vers des tatouages thérapeutiques. C'est-à-dire retrouver un acte sur leur peau de leur... Tu as dit quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire, en général, toute cette souffrance, les traumas, on les subit. Là, d'un coup, on va devenir actif sur ça. On décide. Et c'est ça, transformer, c'est devenir ne plus subir la chose. Parce que le tatouage a aussi valeur d'identité, mais d'embellissement. C'est quelque chose qui se partage.
on raconte l'histoire de son tatouage? Il y a Pas quelque chose toujours, où pas on toujours. porte... Ouais. il y a un accès, une porte d'accès, je trouve. Ça peut être ça. C'est vrai que ça dépend comment est fait ce tatouage. Il y a des tatous un peu identificatoires, voilà, ce que ça représente dit de moi. Mm. Il y a des tatous beaucoup plus silencieux, enfin silencieux vers Intime, qu'on raconte personnel. intime. Voilà, c'est Oui. exactement le mot. Qui, par son dessin, va pouvoir représenter quelque chose qu'on peut communiquer, mais qui pour soi Mm. signifie autre chose. Et Mm. c'est ça cette chose qui peut être assez thérapeutique, justement. D'avoir un Visible et sens pour soi. invisible, Ouais. ou invisible si on a envie de le partager. Mm. D'accord, donc c'est comme avoir quelque chose que l'on peut partager, mais qui fait sens pour soi aussi, de manière Surtout. intime. Ouais. Ouais. Et tu en parles comme d'un trajet thérapeutique, donc c'est comme si finalement décider d'un tatouage, c'était thérapeutique en tout cas, c'était sortir de l'impulsion, de l'impulsivité parfois, pour entrer vers une démarche où on va choisir d'inscrire quelque chose Écoute, qui a du je sens. t'ai dit que je raconterai pas ce qui est dans mon cabinet, mais je vais raconter cette anecdote parce qu'elle est vraiment jolie. Merci. D'une jeune fille que j'ai suivie longtemps, qui a vécu des choses très, très, très dures et très violentes. Et elle est toujours là, et j'ai envie de me faire tatouer. Elle avait vraiment beaucoup de cicatrices et de séquelles de ce qui lui était arrivé. C'était une façon aussi de recouvrir, justement, là, son corps physiquement. Mhm. Pas que de mettre l'intérieur à l'extérieur, mais de cacher, ou se réapproprier. Voilà. Mhm. Mhm. Et on a passé presque une bonne année à réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait mettre sur ces cicatrices, comme symbole, comme dessin. Et comme je te disais tout à l'heure, souvent on invite les parents à un moment. Et elle a eu cette idée absolument formidable à un moment d'inviter ses parents à rajouter quelque chose sur ce dessin qu'elle allait se faire tatouer. Et on a vécu un moment, une séance absolument magnifique où les deux parents et le petit frère sont venus, et sur le dessin qu'on avait fait, qu'on a mis très longtemps à faire, ont rajouté quelque chose d'eux dans ce mouvement-là. Ça m'émeut beaucoup. Oui, c'est une histoire magnifique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une co-création finalement, à la fois thérapeutique entre cette patiente et toi, d'un tout un mouvement. Et avec l'invitation de la famille, elle a permis à ce que ses parents puissent participer à ce... Participer, parce que je crois qu'au fur et à mesure des séances, elle a admis que, évidemment, c'est elle qui avait vécu ce traumatisme, mais que les dommages collatéraux familiaux sont énormes, existent, et qu'il y a un impact très fort, et qu'elle voulait qu'eux-mêmes mettent... rajoute quelque chose à son dessin. Pas le dessin, mais rajoute quelque chose dedans. Et ça, c'était très beau, ouais. J'aime bien ce que tu décris parce que dans l'expérience adolescente telle que il m'arrive de l'accompagner, il y a vraiment cette différence entre je vis quelque chose et personne ne me comprend, je suis tout seul, personne ne l'a vu, je le cache. En tout cas, cette expérience extrêmement singulière. Et à la fois, il y a une dynamique familiale. C'est-à-dire qu'un ado, il est au sein de sa famille et ce qu'il vit, la manière dont il s'exprime, dont il vit au sein de cette famille va avoir des effets, des impacts sur cette famille. Ouais. Et quand le drame arrive, la situation compliquée, le trauma, le psychotrauma effracte la vie de l'adolescent, ça a des effets comme ça, un peu comme on jette un galet dans l'eau, il y a des effets comme ça autour de lui et donc de la famille. Et donc on va avoir des éléments assez clairs au niveau de l'école du fait qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'absentéisme, on va avoir du retard, des difficultés de concentration, on va avoir des choses comme du désintérêt, la volonté d'entrer en conflit avec le corps professoral, on va avoir des situations de conflit et de territoire. Et donc, à partir de ces éléments-là, on va bien voir qu'il se passe quelque chose, Absolument. comme on dit. Par contre, au sein de la famille, c'est parfois plus difficile à identifier parce que les ados, c'est comme ça. Les ados, ça range pas la chambre. Les ados, ça passe des heures sous la douche. Les ados, ça veut pas manger ou ça mange à ses horaires propres. Il faudrait leur faire un service à eux tout seul. Et comment faire la distinction entre quelque chose de... c'est l'ado ou quelque chose de traumatique réellement Tu qui sais, il effracte. n'y a pas très longtemps, je faisais un dîner avec des amis
et ce sont toutes des psys et des mères, où nos enfants aujourd'hui ne sont plus des adolescents mais des grands enfants. Mais on a tous fait ce constat que on est passé à côté de beaucoup de choses parce que en tant que psy on se dit oui, l'adolescence c'est pas grave, ça va passer, on accueillait tout. Et donc on a eu des enfants qui ont dû fracturer les portes un peu plus fort pour qu'on puisse leur demander t'es sûr ça va? Donc on peut tous passer à côté de plein de choses. La confusion adolescence-trauma, elle est très très difficile. C'est très border de voir. Je crois qu'il faut pouvoir interroger tout signe qui nous paraît étrange. Mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire un gamin qui devient totalement silencieux, comme un un ado, qui d'un coup a une logorée, qui parle pas de lui. De pouvoir laisser entrouvert la pensée, toujours de... Tu sais, si tu as besoin, tu peux aussi en parler. C'est-à-dire d'accueillir sans intruser. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Mais ça, c'est effectivement difficile. Mais le fait de pouvoir s'interroger sur tout ce qui nous paraît un peu étrange et de le verbaliser. Sans prendre un ton d'inquiétude ou tout d'un coup de panique, mais de l'interroger. De ne pas faire comme si c'était normal ou que ça faisait partie de l'adolescence, justement. Un des reproches qu'on entend, c'est mais tu t'en fous, t'as rien dit, t'as rien vu. Et à la fois, quand le parent se manifeste, t'es toujours sur mon dos. Exactement. T'es toujours en train de... Ouais. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une période extrêmement compliquée. C'est-à-dire que on ne veut pas intruser parce que dès qu'on fait un pas, effectivement, la porte se claque sous notre nez ou on est mal reçu. Et sinon, c'est effectivement, tu as raison, mais t'en as jamais rien eu à foutre, tu m'as jamais demandé comment j'allais, t'as même pas remarqué que ta. Donc, c'est essayer au mieux de souligner les choses qui nous intriguent ou qui nous interrogent chez notre ado. Quelles sont les ressources que toi, tu as eues, que tu as trouvées à la fois, toi, pour ton adolescence et celles que tu as eues pour accompagner tes enfants? Moi, alors il y avait moins de séries à l'époque. Moi, j'ai eu beaucoup la lecture. C'est-à-dire, les livres m'ont permis d'aller chercher des réponses ou des mots, ou en tout cas des amis presque compréhensifs dans la lecture. Et avec mes enfants, la lecture a été des passages de mots. Tout ce que on ne peut pas se dire peut-être directement, on se le donnait au travers de certaines lectures qui nous permettaient, pas encore la médiation, d'en parler ou d'aborder certains sujets. C'est ça ta question? Oui, c'est vraiment ça. Après, moi, je crois que le corps, faire travailler le corps, c'est... par exemple, chez l'adolescent, je pense qu'il faut absolument qu'il ait un rapport avec son corps. Le sport, c'est-à-dire que je trouve, par exemple, que je m'inquiète beaucoup pour des ados qui ne font pas du tout, qui font rien avec leur corps. Parce qu'il y a tellement d'énergie, de choses à expulser. Voilà. Donc, je trouve que le parent aussi a un rôle, par exemple, de donner l'exemple par rapport au corps, on marche, on fait des choses, de proposer des choses avec le corps. Et j'étais en train de penser, tu as abordé la question de l'EMDR. Ouais. Peut-être tu pourrais nous clarifier ce que c'est, à la fois la définition, d'où ça vient, comment toi tu l'utilises. J'étais en train de penser à l'EMDR. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Je sais que tu utilises cet outil dans ta pratique. Je l'utilise presque maintenant, chaque fois. Ouais. Alors c'est un outil, effectivement. Moi, je l'utilise comme un outil. Parce que je trouve que c'est le plus efficace dans le traumatisme après des années de pratique et de recherche. Pourquoi? Parce que ça aide énormément. On va beaucoup plus vite. C'est un exercice cérébral. Donc EM, ça veut dire Eyes Movement. On fait bouger les yeux
Moi, j'utilise pas du tout les doigts devant les yeux comme font beaucoup parce que je trouve ça très intrusif, ni le tapotement sur les genoux parce que justement par rapport aux agressions, je ne touche pas mes patients. Donc plutôt l'école américaine, on a un casque sur les oreilles qui fait un tic-tac comme ça, droite-gauche. Ce droite-gauche va activer la bilatéralité du cerveau. Donc le cerveau droit s'allume, gauche, droite, gauche. Ça va permettre cette activité qui va allumer une zone extrêmement précise du cerveau qui est la zone du sommeil paradoxal. Dans la vie, le sommeil paradoxal, c'est quand le conscient se ferme pour dormir et l'inconscient s'ouvre pour faire des rêves. Sauf que là, on est totalement conscient. Il n'y a pas d'état hypnotique. On est là, en face, tout va bien. Enfin, on est très présent à soi, justement. Et en même temps, en allumant tout ça, ça va allumer une autre zone du cerveau qui est très importante, qui est la zone de Broca. Et dans la zone de Broca, c'est le même endroit où tu as les émotions et les comportements. Donc voilà d'un coup qu'il y a un bon lien puisque c'est au même endroit. Donc l'activité cérébrale qu'on met en place, c'est celle-là, par EM, par le mouvement des yeux. Et on va aller directement, donc c'est là aussi avec les ados, parfois c'est vachement plus simple parce qu'il n'y a pas forcément besoin de parler. Ah, excellent. Je vais leur dire, allonge-toi, mets le casque et pense à ce qui t'est arrivé. De la même manière qu'avec le MDR, on peut ne pas aller directement sur un acte, on peut aller par le symptôme, c'est-à-dire prendre différents chemins pour aller sur, tu sais, tout à l'heure, je te parlais des amalgames, des choses qui se cognent les uns aux autres dans le traumatisme. L'idée, c'est d'aller là. Donc, l'ado s'allonge, il a son tic-tac, et là, il laisse venir. Il laisse venir quoi ? Toutes les pensées. Et justement, c'est pas comme en face à face où on doit qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que l'angoisse de l'adolescent face à je dois parler à cette injonction. Là, non. C'est comme une rêverie. Et il laisse venir tout ce qu'il a dans la tête et aussi tout ce qu'il a dans le corps. Parce que le MDR, moi, ce qui m'a fasciné dans cette technique, c'est que ça travaille sur la mémoire cellulaire. Et la mémoire cellulaire, enfin, en thérapie, on a beaucoup clivé la tête et le corps. Absolument. On se renvoyait de spécialistes d'un à l'autre. Là, on travaille sur le traumatisme complet, psychique et de la mémoire cellulaire. Et donc, il laisse venir tout ce qui vient. Après 1 minute de tic-tac, il laisse venir et il laisse et il laisse. Au Canada, j'aime beaucoup, ils appellent ça la thérapie des feignants. Parce que tu laisses faire. Voilà, parce que justement, tu laisses faire. Et donc, ça arrive au D, EMD. Le D, c'est désensibilisation. J'aime pas beaucoup ce terme parce que on n'est pas là pour se désensibiliser. Je trouve pas ce terme très joli, mais c'est la traduction de desensibilisation en anglais. Mais ça veut simplement dire qu'on va décoller un peu d'affect de nos événements pour justement les ranger. Et le R, c'est reprocessing. Et ça, c'est eux qui vont m'en parler. Ah bah non, ça va vachement mieux. Oh bah je fais plus de cauchemars. Même sans dire directement, tiens, j'ai fait ça. C'est-à-dire que je vais voir que d'un coup, leur mouvement de vie, leur vie va reprendre une activité beaucoup moins enfermée par le traumatisme. Donc le MDR, c'est un rangement. Je ne vais pas ranger la chambre de vos ados, mais je peux ranger leur tête. Voilà. Excellent. Excellent. Écoute, c'est vraiment précieux ce que tu donnes à la fois comme image pour comprendre la thérapeutique elle-même, mais aussi pour voir que ça a des effets, et ça a des effets puissants et rapides. Et ce que j'entends, c'est que ça remet en mouvement là où quelque chose était fiché. Magnifique. Est-ce que toi, tu avais une chanson préférée, un moment préféré, une œuvre préférée quand tu étais ado ? Mon Dieu, tellement. Je vais te dire, c'est la première qui me vient. C'est un livre. Hein. On pourrait penser qu'il ne parle pas de traumatisme, mais je pense qu'entre chaque ligne, ça parle de traumatisme et peut-être de traumatisme plus transgénérationnel, qui est aussi fascinant. C'est un livre qui s'appelle « Je m'appelle à Cherlev » de Chaim Potok. Je pense que je l'ai découvert à 14 ou 15 ans et que j'ai dû lire 15 ou 20 fois depuis. Ah oui. Et dont d'ailleurs je devais faire ma thèse en psycho dessus. Je ne suis pas allée jusque-là, mais c'était l'idée. C'est que je fais beaucoup lire et beaucoup aux adolescents, justement parce que ce n'est pas frontal non plus, encore une fois, sur le trauma. Pas de côté. C'est le pas de côté. Et c'est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans dans une famille chassidim juive extrêmement orthodoxe à Brooklyn. Et cet enfant de 5 ans veut dessiner. Sa passion, c'est dessiner. Sauf que dans la religion chassidim, on n'a pas le droit de représenter.
Mm. Et ça va être comment cet enfant, contre l'interdit parental, contre l'interdit religieux, il a besoin plus que tout, que ce qu'il a à l'intérieur, il le met à l'extérieur. Mhm. Et c'est Mais ça, magnifique. c'est un livre qui t'a apporté. Merci pour ce partage, parce que Merci. c'est un livre que je n'ai pas lu, donc je vais m'empresser d'aller le chercher. J'ai en tête peut-être que les auditeurs auraient envie de pouvoir poursuivre un dialogue avec toi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment tu travailles en ce moment? Moi, donc, j'ai un cabinet libéral dans le centre de Paris. Et il suffit de taper mon nom pour trouver mon numéro de téléphone. Je ne suis pas bien planquée. Magnifique, merci pour cet échange. Merci à toi, Vanessa.